Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cet entretien exclusif avec Maître Khadija Aoudia, avocate et ancienne bâtonnier du barreau de Nîmes. Maître, bonsoir, merci de nous accueillir chez vous, dans votre cabinet à Nîmes. Je disais donc que vous êtes avocate, ancienne bâtonnière, bâtonnier, dit-on, du barreau de Nîmes. Nous allons évoquer avec vous aujourd'hui certaines questions par rapport à certains dossiers qui vous ont valu les projecteurs médiatiques ici en France. Première question, justement, elle a trait à ce dossier du ministre de l'Intérieur, l'ancien ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, et cette plainte déposée, bien entendu, le 10 août 2025, si je ne m'abuse, vous déposez en représentation d'un collectif d'associations une plainte, donc vous lancez une procédure à l'encontre de l'ancien ministre de l'Intérieur français Bruno Retailleau, je cite, pour incitation à la haine et discrimination à l'encontre de la communauté musulmane et plus particulièrement la communauté algérienne. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les faits rapidement, maître? Durant la prise des fonctions de Bruno Retailleau en sa qualité de ministre de l'Intérieur, dès les premières semaines qui ont suivi sa nomination en septembre 2024, Monsieur Bruno Retailleau n'a eu de cesse que d'inciter à la haine, à la provocation discriminatoire à l'endroit des musulmans de façon générale, des immigrés, mais plus précisément de la communauté algérienne. Donc c'est allé crescendo. Comment se sont manifestées ces incitations à la haine et à la provocation, à la discrimination? Elles se sont manifestées soit à travers des discours politiques, donc devant des tribunes, à l'occasion donc notamment de sa campagne électorale à la présidence de son parti, ou à travers, là, en sa qualité de ministre de l'Intérieur, à travers les différentes interventions médiatiques, en utilisant des vocables extrêmement discriminants, des vocales qui sont martiaux, guerriers, pour montrer véritablement le caractère nocif de cette tranche de la population. Et à force de marteler ces propos discriminants, eh bien, ils finissent par être familiers au niveau de la conscience ou l'inconscience collective français. Et c'est comme cela que, par la familiarité, on transforme des contre-vérités, des propos discriminants par des vérités absolues, par cette familiarisation, et donc par là même, on conduit à la banalisation d'un racisme anti-musulman, d'un racisme anti-algérien, d'une peur incontrôlée ou disproportionnée vis-à-vis de l'islam, d'où le terme islamophobie, d'une peur incontrôlée à l'endroit de la communauté algérienne résidant en France, la diaspora algérienne précisément, encore une peur incontrôlée, c'est pour ça que j'appelle ça l'algérophobie, et de façon très ciblée. Et je dirais, pas de façon accidentelle. Là, la plainte, ça a été un véritable recueil, 30 pages, un véritable recueil de tous les propos qui ont pu être tenus et qui tombent sous le coup de la loi. Je n'ai pas été exhaustive parce que les propos racistes et discriminants de Bruno Retailleau, c'était, comment dire, tous les matins au petit déjeuner, que les choses soient bien claires. Une fois que les recueils ont été réalisés par ces associations, à mes côtés, sous ma direction, et que le dossier était prêt à être déposé, alors à ce moment-là, j'ai préparé cette conférence de presse pour deux raisons. D'abord parce qu'il s'agit véritablement d'un débat d'intérêt général, ça c'était le premier point. Et le deuxième point, c'était pour sensibiliser de la situation concrète en France en ce qui concerne la saisine de la Cour de justice de la République qui existe dans les textes, mais qui en pratique ne permet pas son accès réel et effectif. Ce qui est une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc l'objectif n'était pas tant d'avoir gain de cause à l'intérieur de l'Hexagone. Si on avait gain de cause, ben écoutez, très bien. Mais l'objectif, c'était surtout d'épuiser les voies de recours internes de façon à me permettre de saisir la Cour européenne des droits de l'homme et de solliciter la condamnation de l'État français. Ma conviction,
c'est qu'en réalité, Bruno Retailleau, comme d'autres d'ailleurs hommes politiques, tels que M. Darmanin, ce ne sont en réalité que des sujets fongibles. Ils sont sous la tutelle, ils sont féodés à des oligarques qui n'ont pas pour ambition uniquement d'être de plus en plus riches. Ils ont aussi une idéologie profondément raciste qu'ils veulent imposer grâce à leur pouvoir économique. Pour cela, il leur faut évidemment des vassaux qui partagent aussi cette idéologie, certainement, possiblement. Mais il leur faut ces vassaux. Sans ces vassaux, ils ne peuvent pas distiller leur haine. Et donc, ils ont utilisé ces hommes-là. Mais quand je dis que ce sont vraiment des sujets fongibles, aujourd'hui c'est Darmanin, demain ça sera un autre. D'où l'importance d'obtenir cette condamnation de l'État français, de la sensibilisation des Nations Unies sur le sujet, puisque l'État français est signataire d'un certain nombre de traités, notamment celui de mettre tout en œuvre pour que l'ensemble des ressortissants français puissent vivre de façon égalitaire et dans la fraternité, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Il faut vraiment que la France soit mobilisée pour mener une véritable campagne de sensibilisation pour lutter efficacement contre l'islamophobie, contre la ligérophobie, etc., etc. Parce que cela va à l'encontre de la Constitution des textes français. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, elle est excellemment bien faite. On ne peut pas faire une discrimination entre les différents citoyens, considérer à cette époque que l'Algérie était département français et ne pas considérer les Algériens comme des citoyens à part entière ayant le même statut que les autres ressortissants français. Donc vous voyez cette contradiction. Et pourquoi ? Parce que la France a toujours été en contradiction entre ces intellectuels qui prônent et qui hissent très haut les droits et libertés fondamentaux, et notamment parmi lesquels la fraternité et l'égalité et la liberté de tous. Et puis vous avez toujours eu une frange de la population française qui était foncièrement discriminante, en ayant l'idée qu'il existe des races supérieures qui est la race blanche, les Occidentaux, et puis, donc c'est-à-dire les pays du Nord, et puis les pays du Sud. Voilà. Et ce clivage-là, il existe en France, mais il existe dans l'ensemble des pays occidentaux. Et selon les périodes de l'histoire, on voit combien le basculement se fait progressivement, et notamment par la banalisation du racisme. Est-ce que vous pouvez justement sur le plan du droit nous indiquer où en est cette plainte à l'heure où nous parlons ? Elle est pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc sans surprise, nous avons eu une réponse très lacunaire de 2 lignes en nous expliquant. Je vous parle d'une plainte de 30 pages circonstanciée, vos confrères en ont eu la copie circonstanciée en fait et en droit. Et nous allons avoir 2 lignes nous expliquant que nous n'apportons pas la preuve que les faits tels que rapportés ont eu pour conséquence la discrimination des ressortissants algériens, franco-algériens et la communauté musulmane de façon générale. Alors à la suite de cette procédure, maître, vous faites l'objet d'attaques, d'injures, vous ciblant votre personne. Comment expliquer cette réaction de la part de certaines parties à votre encontre ? Il y a la volonté, l'expliquer, vous savez, c'est un phénomène qui, l'histoire nous le rappelle inlassablement, il y a une volonté de discriminer ce dont on a peur. La difficulté, c'est la peur que suscite la diaspora algérienne en France. Sans peur, il n'y a pas de cabale. Et l'histoire nous l'a répété et encore inlassablement. Donc pour pouvoir la discriminer, que fait-on ? On va essayer de la stigmatiser comme étant la traîtresse de la nation. Voyez-vous ? La double appartenance amène à être assignée à la suspicion. Et c'est là où il faut inlassablement se positionner parce qu'il y a une réalité sociologique factuelle. Je suis née française et étrangère à la fois. Et de ce doux paradoxe est née une personnalité qui est la mienne, très cosmopolite.
Et ne me demandez pas de limiter ma capacité d'aimer, parce que ma capacité d'aimer, elle est infinie et elle ne se réduira pas à des frontières. Il s'avère que mes premiers amours sont mon pays, l'Algérie. C'est la terre de mes aïeux. C'est celle que je porte dans mon sang. C'est celle qui se manifeste lorsque vous me regardez parce que j'en porte les stigmates. Pas avec gêne, pas avec orgueil, juste fièrement. Parce que j'aime le reflet qui est le mien dans mon miroir. Et quand vous aimez ce qui vous a été transmis, quand vous recevez en héritage cette fierté que j'avais développée préalablement, qui vous vient de vos aïeux, vous le portez, mais avec une volonté encore plus affirmée de la faire vibrer. Cet héritage, je l'ai reçu avant même que je nomme ce qu'est la fierté. Mais j'aime aussi cette France où je suis née, où j'ai grandi, où j'ai aimé. J'aime ces enseignants qui me tenaient cette main, qui me témoignaient leur amour et leur affection. J'aime mes amis avec qui on a grandi ensemble, on s'est aimé. Et ça ne se balaye pas d'un revers de manche. Je n'aime pas cette France raciste et je la combattrai. Mais j'aime cette France qui rappelle la fraternité. J'aime mon Algérie tant il est vrai que la solidarité, elle existe, et le sens de l'hospitalité lorsque vous franchissez la terre de vos aïeux. Elle est extraordinaire. Alors ne me demandez pas de choisir, vous n'y parviendrez pas. Les calendriers électoraux, Maître Aoudia, se mêlent souvent des dossiers politiques ici en France, notamment lorsqu'il s'agit de stigmatiser ou d'instrumentaliser les dossiers en lien avec la communauté algérienne ou plus globalement musulmane. Comment expliquer justement qu'une certaine partie de la France n'hésite plus à faire des Algériens de l'Algérie leur fonds de commerce électoraliste? Nous sommes aux portes de deux calendriers électoraux très importants, la municipale, les élections municipales en mars 2026 et bien entendu l'élection en Rennes, la présidentielle en 2027. Est-ce que ces deux dossiers phagocytent aujourd'hui l'intérêt médiatique d'une certaine partie de la France vis-à-vis de l'Algérie? Il y a deux facteurs principaux. Il y a le premier facteur, comme je vous l'évoquais, qui est lié à l'histoire coloniale franco-algérienne, avec l'idée que l'Empire français tel qu'il était représenté fin du 19e et durant le 20e siècle, début du 20e siècle, va perdre de sa superbe par la perte de la colonie algérienne. Ça, c'est quelque chose de traumatisant de passer d'un empire à un simple État. C'est un premier point. Le deuxième point, toujours dans le cadre de cette relation franco-algérienne liée à la colonisation, c'est le fait d'avoir perdu cette guerre. Hein, on n'était pas dans le cadre d'événements, même si on essaye de limiter. Les mots, ils ont un sens, ils ont une portée. Alors, on a essayé de considérer qu'il n'y avait pas de guerre, mais qu'il s'agissait d'événements. La réalité, c'est que c'était une véritable guerre, une guerre d'indépendance. Et nous avions donc d'un côté une armée professionnelle, outillée, matériellement forte, face à des ressortissants algériens qui étaient peu formés militairement, qui n'avaient pas les moyens matériels de pouvoir faire face à cette société française qui représentait l'une des plus grandes puissances économiques et militaires à l'époque. Il faut le recontextualiser. Donc sur le plan psychologique, c'est énorme. C'est énorme. Le troisième point, là on sera plus dans l'ordre, j'allais dire, presque philosophique, mais qui a son importance. C'est l'affrontement entre l'orgueil et la fierté. Quelle est la différence entre l'orgueil et la fierté? L'orgueilleux est celui qui veut écraser l'autre pour pouvoir exister. Le fier ne cherche pas à écraser, mais il se dresse lorsqu'on veut l'éliminer. L'orgueilleux voit dans le fier l'impossibilité de domination,
parce que le fier ne cédera pas. Lorsqu'on donne cette définition, qui est une définition philosophique, et qu'on la met en perspective avec les dirigeants français, pétris d'orgueil pour certains, et les dirigeants algériens, pétris de fierté, ça ne pouvait être qu'explosif. Pas de soumission, ce qui va générer colère et frustration. Vous voyez ? Et vous allez avoir cette diaspora qui va naître de cela. De cette guerre va naître la diaspora, de cette guerre va naître les enfants des deux rives. Les sociologues qui ont travaillé sur l'immigration et les enfants d'immigrés vont réaliser des études complètes. La seule communauté en France qui, dès la première génération, prendra l'ascenseur social, ce seront les enfants d'Algériens. L'étude comparative qu'a faite Lapeyronie, le sociologue Lapeyronie, en comparant la seconde génération algérienne, portugaise, italienne, polonaise et espagnole, arrive au constat suivant: là où l'ensemble de ces communautés ont eu besoin de 2 générations pour monter l'échelle sociale, celle concernant donc les enfants d'immigrés algériens se fera en une seule génération. Et le paradoxe est né qu'alors même qu'ils accèdent à des fonctions supérieures dès la première génération, pour autant, on ne veut pas les assimiler. Est-ce que vous pensez que la population française, au vu des rendez-vous électoraux importants qui sont à venir prochainement, saura transcender ces enjeux pour pouvoir faire le bon choix? Eh bien écoutez, c'est une vraie question. C'est une vraie question à laquelle, aujourd'hui en tout cas, vous me posiez la question il y a 15 ans plus tôt, j'aurais répondu sans aucune difficulté. Aujourd'hui, eh bien voyez-vous, je l'ignore. Pourquoi ? Il y a cette paresse naturelle chez l'espèce humaine. La capacité de raisonner, la capacité de résister à les informations qu'on martèle en continu jusqu'à ce que ça devienne des vérités absolues, c'est dont je vous parlais, cette familiarisation de ces discours qui sont orchestrés aux plus hautes sphères de l'État, relayés médiatiquement, et tout cela derrière quelques oligarques qui font la pluie et le beau temps. Donc forcément, ça a impacté. Au même titre qu'il y a eu le même impact au niveau des Juifs, et on a parlé aussi de grands remplacements, de la même façon, et on a vu ce type de discours martelé, familiarisé, jusqu'à devenir une vérité. On a vu, début du XXe siècle, jusqu'où ça nous a amené. Ça nous a plongé dans l'abîme de la Seconde Guerre mondiale. Donc, pour répondre à votre question, on a tellement préparé l'idéologie fasciste depuis de nombreuses années qu'au moment où nous échangeons, j'ignore quel en est l'impact réel. La seule certitude que j'ai aujourd'hui, c'est qu'ils font beaucoup de bruit. Et l'extrême droite est extrêmement bien organisée pour faire du bruit. Bruit au niveau des réseaux sociaux, bruit médiatique, et qui plus est, ils ont maintenant une puissance économique à travers des oligarques tels que Bolloré pour investir les médias. Ce sont des hommes d'affaires extrêmement fortunés. Les médias ne sont pas des sociétés qui permettent de gagner de l'argent, même souvent on en perd. Donc l'objectif dans ce type d'investissement, ce n'est qu'un seul, celui de vouloir endoctriner. Quel est l'impact au moment où nous échangeons concrètement de cet endoctrinement? Je l'ignore et ça va être très révélateur au niveau des urnes. Nous allons également parler d'un autre dossier qui vous tient à cœur, c'est le dossier palestinien. Je rappelle, vous étiez l'une des protagonistes de la plainte déposée auprès de la CPI, conjointement avec l'avocat maître Gilles Devaire, le regretté Gilles Devaire qui nous a quittés l'année dernière. Pourquoi vous avez tenu à participer justement à cette procédure pénale judiciaire pour le droit des Palestiniens qui subissent jusqu'à aujourd'hui les affres d'un génocide?
À l'époque, ce qui était scandaleux, c'était l'absence de célérité constatée alors que nous étions témoins directs, témoins en temps réel de génocide et de crimes de guerre. Alors vous allez me dire, mais il n'y a pas eu de condamnation, comment pouvez-vous affirmer qu'il y a génocide et crimes de guerre? Là où il faut être très vigilant, c'est qu'il faut faire la distinction entre la matérialité d'une infraction et l'imputabilité de son infraction. Le génocide dans sa matérialité, c'est lorsque, par exemple, il y a des morts en masse, lorsque la population civile est particulièrement touchée, lorsqu'il y a disproportionnalité entre les objectifs à atteindre et le nombre de civils qui décèdent. Là, on est dans la matérialité. D'accord ? Nous sommes dans les crimes de guerre. Nous attaquons les lieux qui concernent des populations civiles. Ça, c'est la matérialité. Hein. C'est comme en droit interne, avant de mener une enquête, il y a un crime. S'il y a une personne qui a reçu 15 balles dans sa tête, ce n'est pas un suicide, c'est un acte criminel, à partir duquel il va y avoir une enquête qui va être menée et déterminer les ou le responsable de cet acte d'homicide. D'accord ? Mais on ne va pas attendre d'avoir les connaissances précises sur le ou les auteurs avant de qualifier la matérialité d'un crime. Là, c'est exactement pareil. Il y a eu des observateurs, des ONG qui ont réuni suffisamment d'éléments permettant de caractériser la matérialité du crime de guerre, la matérialité du génocide. Les imputabilités, ça c'est autre chose, c'est ce qui permet une enquête. C'est pour cela qu'on délivre des mandats d'arrêt internationaux, parce qu'il existe des indices laissant présumer la participation de certains dirigeants qui doivent être entendus pour que l'enquête puisse se faire contradictoirement. Oui, en effet. C'est très important, les enjeux étaient très importants à ce niveau-là, et il faut les poursuivre. Donc effectivement, je suis sensibilisée par tous les crimes de guerre. Je suis sensibilisée, comme tout à chacun, dès lors où vous avez des enfants qui sont en souffrance. On ne peut pas se satisfaire de voir des hommes et des femmes mourir uniquement parce qu'ils sont nés à un certain lieu. Ce n'est pas admissible. Tout comme je dénonce l'intervention au Venezuela où on va, en violation du droit international, interpeller un chef d'État en violant toutes les bases principales du droit, qui sont le droit de chaque État de disposer de lui-même. Dernière question, elle concerne un autre dossier en lien avec le droit international. Il s'agit du dossier sahraoui. La Cour de justice de l'Union européenne a tranché en faveur du peuple sahraoui et de ses richesses en reconnaissant, contraire au droit international, l'accord commercial de libre-échange concernant l'agriculture entre le Maroc et l'Union européenne. La France a dérogé aux règles du droit international, à l'instar d'autres pays européens. Quelle est votre position par rapport à ce dossier aujourd'hui, Maître Aoudia ? Alors là, il y a une violation, encore une fois manifeste, bien sûr, pour servir des intérêts politiques des uns et des autres. On ne va pas rentrer dans la complexité de ces intérêts-là. Mais en revanche, ce qu'on doit retenir, c'est que c'est un levier qui permet de diviser. Il est plus que temps maintenant que l'on puisse prioriser les intérêts d'un peuple qui sollicite son autodétermination, qu'il soit organisé un référendum, qu'il soit voté. Il faut arrêter cette cabale et cette montée. On ne sert pas les intérêts de l'Afrique de façon générale, du Maghreb plus précisément. On ne sert que les intérêts de ceux qui veulent nous voir divisés. Merci Maître d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, de nous avoir accueillis ici aussi chaleureusement dans votre cabinet, dans cette belle ville de Nîmes. Merci et à très bientôt. Avec plaisir. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, merci quant à vous de nous avoir prêté attention. Nos programmes se poursuivent sur Al24 News. À très bientôt.